C'est un cycle, hein, l'économie. Le dernier cycle qu'il y a eu, gros cycle, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Une fois que tu as tout détruit, qu'il y a eu 50 millions de morts, allez, on peut recommencer à zéro. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que la Fed est constituée de la FOMC. Dans cette FOMC, il y a 12 banques régionales qui sont détenues par des intérêts privés. C'est incroyable, hein, on ne le sait pas, mais pas beaucoup de monde. Donc la Fed est à peu près semi-privée en ce moment. Donc si ces gens savent qu'il va y avoir bientôt une remontée des taux, eh ben, ce qu'ils vont faire, ils vont vendre leurs actions, ils vont vendre leur immobilier, et peut-être ils vont lancer cet écroulement de l'économie. Et eux auront plus tard du cash qui vaudra quelque chose, puisqu'on aura coupé les robinets monétaires. C'est-à-dire que si l'argent devient rare, ceux qui en auront, qui auront vendu tout ce qu'ils possèdent, deviendront forts. Et ça, c'est JP Morgan, le boss de JP Morgan, Jamie Dimon, qui le dit. Qui dit que JP Morgan pense que l'inflation va durer, donc les taux vont remonter, donc ils sont en train de plus en plus de stocker du cash pour être prêts, au cas où il y a une crise, de faire de bonnes affaires. Ok, mais ils vont provoquer l'effondrement, mais ils vont se protéger dans leur villa. Exactement. Ah oui. Parce que elle, Chili ou non, à Miami. À Miami, oui, mais peut-être en Nouvelle-Zélande, en tout cas des lieux. Mais c'est un cycle en fait, on va repartir dans un cycle. Eux seront prêts à attendre la crise de 2008, ceux qui se sont retrouvés à la rue, etc. Il y a énormément de homeless aux États-Unis, de SDF. C'était la foire aux bonnes affaires. Il y avait des apparts à Miami qui valaient 800 000 avant la crise, qui sont vendus à 150 000 euros. La stratégie du choc. Ben c'est qu'à un moment, c'est ce que... Des fois, j'ai pas envie de dire de nom, mais des fois, il y a des tribuns politiques qui disent « Oh, les riches, ceux qui provoquent les... » Moi, avant, j'avais du mal à le croire, ça. Mais non, mais quand même pas, on provoque pas les crises, ça va pas. Mais en fait, c'est pas que c'est provoqué, c'est qu'un mec, s'il sait que les taux vont remonter et que les actions vont baisser, c'est naturel, il va dire « Je vais vendre mes actions ». Et ce qui est incroyable, quand il sait qu'il va baisser les taux, c'est-à-dire que l'argent va devenir plus liquide, plus abondant, et qu'il va ouvrir le robinet monétaire, ce que fait un financier, il achète des actions. Alors les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, vous savez, on les a attrapés la main dans le sac, c'est ce qu'on fait, dont Powell, c'est ce qu'on fait énormément de gens de la Fed. Donc il y a deux présidents de banques régionales qui l'ont fait, et plus Powell, c'est-à-dire qu'il est le président de la Fed. Et donc ils le font en fait. Le cercle vicieux, c'est que, si je comprends bien, le système économique, financier, monétaire actuel est un semi-cauchemar pour les plus pauvres, pour les classes moyennes même. Actuellement, c'est de pire en pire. Mais l'effondrement de ce système... Ce serait pire, ouais, c'est ça qui encore pire. On est pris en otage, en fait. Ouais. Ceux qui l'attendent, moi, je suis pas d'accord. Il y en a qui ils sont pour l'effondrement, pour qu'on reparte à zéro. Non, parce que quand ça s'est passé en 29, il y a eu l'effondrement. Après, c'était pire. C'est pas bon ce qui s'est passé. Après... des gars comme, bon, peut-être pas Zemmour, mais quelqu'un d'autre viendra plus tard, peut-être même plus dangereux que lui, et qui vont jouer justement de ces frustrations sociales du nationalisme à l'époque. Mais maintenant, je ne pense plus que ça va être du nationalisme, je pense que ça sera interreligieux ou intersocial, etc. On va créer ce chaos social, et à la fin, moi, quand j'ai fait toutes mes recherches, il y a deux questions qui sont pas passées en fait. Et une des deux questions, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. Alors que je n'avais pas lu tous ces gars-là qui parlaient, etc., Jaurès, etc., ou Valéry. Paul Valéry, je n'avais pas lu à l'époque, je ne sais même pas. Paul Valéry, pour moi, c'était un lycée à Paris, quoi, dans lequel je jouais au foot, tu vois. Et quand je me suis dit, mais pourquoi le soldat allemand et français se sont entretués à Verdun? Pourquoi ils se sont retrouvés dans la boue pour des connards qui ont spéculé? Pourquoi, après, en 1945, il y a eu 50 millions de morts? Pourquoi, à la suite... tu vois, on parle de Covid. Pourquoi, à la suite de la guerre, la peste, ce qu'on appelle la peste espagnole, pourquoi elle a proliféré à la fin dans les tranchées et elle s'est répandue dans le monde? Pourquoi on a mérité 50 millions de morts? Pourquoi? Voilà, pourquoi? On dirait que c'est le prix à payer, 50 millions de morts. Et à l'époque, on était beaucoup moins. Alors je me demande aujourd'hui combien ça va être si on ne trouve pas une solution. Et moi, je suis optimiste. Tu veux dire que la guerre, c'était aussi de la spéculation et des intérêts. La guerre, c'est ce que... La guerre, alors là, moi, je ne parle jamais sans preuve. La guerre, c'est le grand reset, ce que quelqu'un appelle le grand reset. La guerre, ça permet la réinitialisation de ce système-là. C'est un reset, c'est-à-dire que ce que l'on a dit, tu te rappelles l'exponentielle, ça monte, tout monte. La guerre, tout revient à zéro et on repart. Et quand on repart, c'est sympathique le capitalisme. Hein.
Ouais, Parce qu'on a appris des leçons du passé. En France, on nationalise les banques, on nationalise l'industrie, on nationalise l'assurance, on crée la sécurité sociale. Quand il y a une guerre et il y a eu 50 millions de morts, on redevient tout à fait raisonnable. Et là, on se prend la tête sur des prénoms, est-ce qu'on peut porter tel ou tel prénom, etc. Mais quand il y a une guerre, quand il y a 50 millions de morts, ces questions-là, elles n'existent plus. Ouais, Comment on fait pour vivre mieux ensemble? C'est une forme sacrificielle, quoi. Oui, on va passer par ça. Et si j'étais mauvais, je dirais que c'est le coût à payer de nos bêtises et justement de notre complaisance, Ouais, à ne pas vouloir bouger. De notre apathie aussi, ouais. Apathie. Dire à attendre, on Parce arrive au pire, qu'on quoi. se dit, est-ce que ça va vraiment arriver? Et de ne pas anticiper. Et cette cybernétique de la marchandise, entre la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, elle produit à partir de 1914 une dialectique crise, guerre, reconstruction. Crise, guerre, reconstruction. La guerre n'est pas un incident de parcours. La guerre n'est pas un moment où la politique échoue. La guerre est le moment où la politique réalise la substance logique de son contenu. La guerre, c'est la paix. La paix, c'est la guerre, nous disent Orwell, Hegel, Marx, Engels. La paix, c'est le commerce. Le commerce, c'est la concurrence commerciale. La concurrence commerciale, c'est la guerre commerciale. Puis la guerre commerciale devient la guerre militaire. Et depuis 14, cette dialectique, crise, guerre, reconstruction, fait survenir à un moment donné un seuil historique. Il y a des lois de l'histoire. La saturation des marchés, la baisse du taux de profit, elle joue sur des composantes organiques qui définissent des lois historiques. En 1914, c'est pas l'attentat de Sarajevo. Ça, c'est un prétexte. C'est le prétexte des histoires de surface. Faut creuser le texte des profondeurs. En 1914, la machine-outil allemande va s'emparer du monde. La marine commerciale et militaire allemande va détrôner la marine anglaise. Il faut donc détruire l'Allemagne. La Première Guerre mondiale, la City puis Wall Street détruisent l'économie allemande. Et bien évidemment, la France, qui a raisonné à l'Angleterre depuis 1815, c'est le harki de la City. Toutes les politiques et commerciales, industrielles et militaires de la France depuis 1815, la guerre de Crimée, sont des politiques où l'économie et la diplomatie française sont esclavagisées. Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, dit « En période de domination réelle, en période de domination de la décadence du capital, le capital se généralise par l'anarchie et par le chaos. Donc le chaos n'est pas un raté organisationnel. Le chaos est la structuration objective du capital dans sa crise ultime. Donc, quand vous avez des journalistes bénins qui vous disent « Mais en Irak et en Syrie, les Américains, mais vraiment, ils ont échoué, c'est le foutoir partout. » Non, le capital a réussi. L'objectif du capital, c'était qu'il n'y ait plus d'Irak, c'était qu'il n'y ait plus de Syrie. Donc le chaos n'est pas une erreur stratégique. Le chaos est l'ordonnancement de la logique du capital dans sa crise terminale. On doit analyser la crise du point de vue du capital total. Pourquoi autant de délocalisation? Parce que justement, cette montée de la baisse du taux de profit par la robotisation à outrance fait que de l'autre côté, le capital, il est obligé d'aller manger de la chair fraîche. Et à un moment donné, il ne peut plus manger de chair fraîche parce que tous les mécanismes de péréquation du taux de profit au niveau mondial font que le capital ne peut plus se reproduire. Et c'est pour ça qu'il y a eu 14 et c'est pour ça qu'il y a eu 39. À un moment donné, la limite objective est atteinte. Il faut tout détruire pour redémarrer. Mais à un moment donné, même s'il veut tout détruire pour redémarrer, le point de contradiction sera tel qu'il ne pourra plus se valoriser. Et il y a une chose aussi qu'il faut que vous... Je ne vais pas vous abreuver de nom, mais il y a un nom d'une personne qu'il faut connaître. Il est mort en 1960. 1988-1960, c'est Joseph Ratzinger. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Parce que tous les instituts mondialistes qui régissent l'Europe viennent de lui. Il a créé en 1946 la Ligue européenne de coopération économique, qui va préparer la création de la CEE, Communauté économique européenne, traité de Rome, donc en 1957. Qui va diriger la Ligue européenne de coopération économique, qui donc prépare cette Communauté économique européenne? Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valérie. Vraiment une aristocratie. C'est lui qui va favoriser la création du mouvement européen pour unifier l'Europe, dirigé par un Anglais, Duncan Sandys, qui était le gendre de Winston Churchill. Et c'est lui, toujours Joseph Ratzinger, qui va lancer
en liaison avec Winston Churchill, le fameux congrès de la Haye de mois de mai 1948, qui lance vraiment la construction européenne. C'est lui qui dirige tout ça, et c'est toujours le même Joseph Ratzinger qui va créer le Bilderberg, ce groupe élitiste de la haute finance, qui permet de régenter nos vies. Voilà. Et donc, il faut connaître ces gens-là, parce que pour combattre les maux actuels, il faut connaître, sans rentrer dans les détails, il faut connaître les noms de certaines personnes, et Joseph Ratzinger, parce que le mal est ancien. Le mal est ancien. Et je pense à la Pan-Europe, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. La Pan-Europe donc, a été créée dans les années 20, lorsqu'il y a eu, qui était à l'époque dirigé par Richard de Coudenhove-Kalergi, eh bien en 1966, vous avez un congrès pan-européen, et Richard de Coudenhove-Kalergi invite un certain Giscard d'Estaing, là c'est Valéry, le fils, pour parler de la monnaie européenne, qui ne s'appelait pas encore l'euro, mais ça y est. Donc c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que vous avez une oligarchie française, allemande, italienne, anglaise. Alors, la priorité, c'est la City de Londres, c'est le monde anglo-saxon, qui impose ses vues au pouvoir politique. Et les guerres mondiales, la première et la seconde, ont été d'excellents outils pour casser les peuples, pour créer des zizanies et imposer des mesures supranationales. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations, ça a échoué temporairement, puisqu'on est passé après la Seconde Guerre mondiale à l'ONU. Donc on crée par étapes des chocs qui permettent de rebondir à une étape supérieure. C'est le principe maçonnique, Ordo ab Chaos. On crée un désordre qui permet de rebondir à une étape supérieure en vue d'une gouvernance mondiale, d'un monde unifié et d'un monde asservi au monde de la finance. Donc, c'est pas compliqué. En réalité, les choses sont très simples. Vous savez, quand on rend les choses compliquées, c'est qu'il y a des idées sous-jacentes, des idées, des intérêts qui ne sont pas avoués. Mais en réalité, quand on parle de politique, les choses sont toujours très simples. Les contre-pouvoirs, ils sont inhérents à la nature humaine. Vous mettez 10 personnes dans une pièce, il n'y en a pas une, pas deux qui ont la même idée si vous l'interrogez sur une question. Donc, le contre-pouvoir, il est inhérent à l'être humain. On a tous des idées différentes, et l'intérêt, justement, c'est de pouvoir les manifester de façon canalisée, sans se taper sur la gueule, et en même temps, excusez-moi d'être un peu trivial, mais en même temps, de pouvoir les exprimer. C'est ça, faire société, ça veut dire ça. Ça veut dire exprimer, tenir des positions sans violence, c'est-à-dire dans une certaine mesure de concertation. Or, là, aujourd'hui, les seuls intérêts qui sont représentés, ce sont les intérêts de la finance, qui sont liés aux intérêts financiers. Tous les autres intérêts qui traversent la société n'ont pas voix au chapitre, ne sont pas représentés politiquement. Donc, bien sûr qu'un autre modèle est possible, et il est même tellement facile, il est même tellement simple que tout est fait pour nous rendre l'esprit confus et nous faire croire que c'est très compliqué. Mais en réalité, pas du tout. Il faudra aller aussi par-delà de tous les clivages. Je pense que ça pourrait aider. Comme vous dites, Ah bah oui, parce que les clivages, ça fait partie de la propagande de guerre. C'est-à-dire que quand vous orientez les esprits, vous les empêchez de raisonner avec les bons repères. Vous leur mettez des faux repères en tête. Enfin, il y a des multiples exemples qui font que les cerveaux ont été manipulés. Enfin, je veux dire, on arrive quand même aujourd'hui à nous faire croire que les 30 Glorieuses, ça vient de cycles économiques. Ouais, c'est grotesque, d'accord? Les 30 Glorieuses n'ont existé que parce qu'il y a eu la guerre et la nécessité de reconstruire derrière. C'est ça, les 30 Glorieuses. C'est la reconstruction. Ce n'est pas des cycles économiques. Hein. Sauf à comprendre, effectivement, un pas plus loin, que en fait, ces guerres et ces destructions sont organisées par certains intérêts. Et ça, c'est vrai. Mais vous voyez que ce n'est pas ce que les gens ont en tête a priori quand ils pensent au cycle économique. Voilà. Donc, tout est à revoir avec un angle, une grille de lecture qui soit plus saine et qui soit désidéologisée, c'est-à-dire sortie du contexte idéologique de guerre blanc contre noir et de guerre intégrale
du libéralisme contre le communisme, parce que ça, c'est de l'idéologie, et c'est l'idéologie qui nous emmène dans une impasse, dans la mesure où les gens ne peuvent plus discuter entre eux. Ils sont soit dans un camp, soit dans l'autre, et ils ne peuvent plus, en réalité, communiquer. Ils n'ont même plus le même langage pour communiquer. Donc, il faut sortir de tous ces carcans de construction mentale fallacieuse qui relèvent de la manipulation des masses. Et là, je vous renvoie une fois de plus aux travaux de Lucien Cerise. Bien sûr, est-ce que l'on salue? Oui, il faut aller au-delà, je pense, de ces clivages, qu'ils soient même politiques, religieux ou autres. On reste, c'est l'humain qui doit faire face à ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je vous demanderais, pour terminer... En fait, oui, oui. hein Oui, je me permets de vous arrêter, enfin de vous interrompre, parce qu'aujourd'hui, les divisions sont tellement violentes, l'individu est tellement atomisé que son seul moyen de survie, c'est justement de surmonter toutes ces barrières psychologiques de façon à refaire société. C'est la raison pour laquelle, en effet, il faut sortir de toutes ces idéologies. En fait, c'est vital. C'est une question de survie. Parce que la plupart de ceux qui critiquent aujourd'hui la finance, moi je suis très sympa avec eux parce qu'ils me suivent, etc. sur Twitter, et que pour moi je les prends vraiment comme des enfants de la finance, parce qu'ils ne comprennent pas encore mais ce sont les mêmes qui le lundi vont toquer chez le banquier pour mendier un crédit immobilier sur 30 ans, et se mettre la corde au cou, et qui ne feront pas l'effort. Ils sont capables de faire 30 ans pour payer un crédit immobilier, pour acheter un 40 mètres carrés dans le 20e à Paris sur 30 ans. Par contre, ils ne sont pas capables de faire l'effort de comprendre ce que c'est que la création monétaire. Pourquoi le banquier a ce pouvoir-là? Est-ce que l'argent que le banquier me prête pour acheter ce 40 mètres carrés, est-ce qu'il est à lui ou pas? Tu vas nous expliquer. Voilà. Et en fait, c'est toutes ces questions-là. Et moi, quand je suis sorti en 2016, je me suis dit, je vais recommencer à zéro. Je vais repartir tout derrière, et je vais remonter de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que c'est que l'économie. Et petit à petit, on va de découverte en découverte. Il y a des découvertes que j'ai faites, et je vais être honnête, j'en parle pas. J'en parle pas rarement, ou presque pas, parce que ça sert à rien. Ce sont des blessures de l'histoire, et j'ai envie de dire que ça sert à rien d'en parler, parce que ça apporte rien. Et donc, j'essaie de faire tout ce que fait, par exemple, un certain Zemmour en ce moment, de ne pas amalgamer population, des gens, et on est tous différents. Ce qu'il faut à la fin, c'est comprendre un système, et est-ce qu'on peut en sortir positivement par le haut? Parce que si je veux dire, c'est de la faute d'un tel, ou un tel, ou un tel, on va plus s'en sortir, et ça ne va rien apporter à ce que j'ai envie d'apporter. Donc la première chose que les gens devraient faire, c'est juste comprendre, déjà, quand ils vont chez le banquier, d'où vient cet argent. De même que la Révolution dite française a été un tournant dans l'histoire non seulement de la France, mais du monde, du fait de l'internationalisme de son idéologie judéo-maçonnique, qui la sous-tendait. De même, la Première et la Seconde Guerre mondiale allaient être des étapes clés dans la progression du complot mondialiste, messianique. L'une comme l'autre ont obéi à une volonté maçonnique, comme en témoignent deux déclarations que j'ai déjà données, mais j'y reviens encore parce qu'il faut les savoir quasiment par cœur. André Lebet, qui était une figure importante du Grand Orient, au sujet de la guerre de 14-18 en cours, affirmant « La lutte actuelle est la continuation de celle qui s'est ouverte en 1789. » Mais vous voyez, quand je vois nos milieux bien pensants, ils ne comprennent pas. Alors, ils se disent patriotes, ah c'est bien, il y a eu un beau sacrifice, la guerre de 14-18. J'ai cité un certain nombre de déclarations de généraux publiées dans des revues bien pensantes, que ce soit Civitas, que ce soit l'Action familiale ou scolaire, que ce soit la revue de Chiré-en-Montreuil, lecture française, des généraux qui disaient « Ah, c'est beau ce sacrifice !» mais qui ne sont jamais remontés à la cause.
la cause que de donner André Lebet. Et puis, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Il y en a un autre que je reprends aussi parce qu'elle est tout aussi fondamentale. Le portugais Magalhães de Lima, grand maître du Grand Orient du Portugal, lors des travaux de la conférence maçonnique de Lisbonne, le 13 mai 1917, annonçant « La victoire des Alliés doit être le triomphe des principes maçonniques ». Et ces généraux bien pensants sont pas foutus de creuser un petit peu le sujet, comme je le fais, pour comprendre d'où est venue cette volonté du massacre des populations européennes, des nations européennes. Pleurez, mes frères, c'est tout ce qu'ils savent faire. Vous n'avez pas un peu la nausée? Moi, je l'ai. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et si vous connaissez des militaires, je vous demande de leur donner un gentil petit cadeau empoisonné. Donc, telle fut la raison, la cause première de la guerre de 14-18 qui allait saigner à blanc les puissances européennes. Et aussi, c'est une chose sur laquelle je veux revenir, on ne dénoncera jamais assez la responsabilité du généralissime Joseph Joffre, franc-maçon, par sa tactique de attaque baïonnette au canon face à la mitraille allemande, qui allait supprimer des centaines de milliers de jeunes Français catholiques. Rien n'est fait par hasard. Eux savent calculer à long terme, eux savent comment ils vont atteindre leur but étape par étape. Ce que les catholiques sont incapables de comprendre et de concevoir dans le sens contraire. De même, la Seconde Guerre mondiale ne fut qu'une étape de plus pour affaiblir les nations européennes au bénéfice de l'Amérique sioniste qui émergeait. Dès l'arrivée du chancelier Hitler au pouvoir, démocratiquement élu, le monde juif et anglo-saxon allait déclarer la guerre et le blocus économique à l'Allemagne, comme le démontrait, encore une citation qu'il faut connaître par cœur, comme le démontrait le titre en une du Daily Express du 24 mars 1933. Le monde juif déclare la guerre à l'Allemagne, les juifs du monde entier s'unissent, boycott de l'économie allemande. Le malheur pour la France, pour l'Europe et pour le monde, c'est qu'au lieu de continuer à redresser sagement son pays, saisi tel Napoléon par la soif de gloire militaire, Hitler allait se mettre en position de se faire déclarer la guerre par l'Angleterre et la Troisième République aux ordres des lobbies. Et ce furent les prétextes de l'affaire des Sudètes, on en a parlé ce matin, et celle du corridor de Danzig, qui n'était que la conséquence du traité de Versailles, puisque par le traité de Versailles, on avait détaché des parties de l'Allemagne pour la donner qui à la Pologne, qui à la Bohême et Moravie. Et Hitler, arrivé au pouvoir, avait voulu, ce qui est humain, faire revenir au sein de la communauté nationale ces parties détachées par les vainqueurs de ce qu'était l'Allemagne de l'époque. Et c'est ça qui allait donner le prétexte à cette déclaration de guerre. Et là, je vous redemanderai aussi, tout au moins pour les nouveaux venus, amusez-vous à poser la question autour de vous, qui a déclaré la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et vous verrez quels seront ceux qui vous diront, ce sont l'Angleterre et la France. On vous dira, c'est l'Allemagne. Ben non, c'est pas l'Allemagne. Mais ça peut être un moyen, justement, de démontrer à votre interlocuteur ou interlocutrice comment, et lui faire toucher du doigt comment elle est ou il est manipulé.
par la désinformation. Et c'est à partir de là qu'on allait assister à un nouveau type de guerre. Hécatombe non seulement sur le terrain militaire, mais surtout sur les populations civiles qui, en général, lors des guerres, étaient plus ou moins protégées. À partir de là, la tactique de terrorisme des populations civiles allait commencer par les bombardements de masse sur des villes. Et rappelez-vous les quelques exemples bien connus, il y en a beaucoup. Dresde brûlé au phosphore par 3 vagues successives de l'aviation anglo-canadienne, sous les ordres du maréchal de l'air Harris, qu'on a appelé le Bomber Harris. Je vous signalerai que, pauvres Allemands d'aujourd'hui, ils ont eu l'iniquité d'édifier, je ne sais pas où en Allemagne, une statue à la gloire de Bomber Harris, qui les avait massacrés. C'est l'Allemagne de Madame Merkel. Je ferme la parenthèse. Or, tout de même, pour revenir à Dresde, la Venise de la Baltique, je veux insister lourdement sur le fait que c'était une ville qui n'était pas défendue militairement, car c'était une ville refuge pour toutes les populations allemandes qui fuyaient l'avancée des troupes soviétiques. Donc, ville non défendue, et sur l'ordre de Churchill, ils ont voulu massacrer toutes ces populations allemandes. Pour Churchill, que même nos milieux glorifient, moins il y aurait d'Allemands, mieux ce serait. Donc il fallait les réduire ensemble. D'autres villes en Allemagne, bien entendu, en France aussi, je l'ai déjà dit. Et puis rappelez-vous, au Japon, Hiroshima, Nagasaki. Telles sont les guerres faites par les grandes démocraties et toujours en vue de l'imposition du nouvel ordre mondial. Ce sont des guerres de barbares. C'est inhumain. You're talking about the real financial world, I mean, I call it the real financial world, who make it able to do whatever you want in this world, because most of the people on earth, you can buy them. Yes. You can blackmail them or buy them. It's one of them. There are only a few who will resist. Yes. Because we live all in a slavery system, so, and for them it's nothing. Yes. 1 million not enough, 10 million. And that's still a joke in the real world. Yeah, very good. But you mentioned a group, Masonics. That's a worldwide organization. But again, they are not the top. They are running a program, and they are like the BIS, like all the others, they are listening to the boss, the 8,500, the real powers. Okay. And about the real powers, it's not only earthly. Right. Stop. So the real powers behind the 8,500 is, we begin to deal with metaphysics here. Interdimensional intelligences, lower astral intelligences, extraterrestrial intelligences. I discovered one thing about ourselves. We are multidimensional ourselves. We are multidimensional and also able to experience a lot of frequencies, all the frequencies. And what you can read in many old history, well, say holy books and history about native tribes and also, they all talk about this dualistic system. And they all talk about a light manifestation and a dark manifestation. And
The financial system on this planet where I worked for is the main key, the main tool to do all the programs they want, because they have a program. And the Masonics, they have a spiritual mission. And the end goal of this whole thing is that they are following, maybe as one of the few groups on this earth, literally the Bible, especially also the Revelations about what's coming next. Yes. And you can see this in the recent history, like the rebirth of Israel. It was Palestine in 1948. Was the rebirth, the state of Israel. The state of Israel. It was all written in the prophecies. Yes. And they are running the show. When I was studying theology and I was studying the Bible, I was really devastated, like, wow, the miracles of God are happening here. Our Almighty Creator of heaven and earth is, wow, doing all this. No, it's not. So my old work in the old days, connecting with the new awareness in my new life, making matches all over the place about what's going on. And then later, people who were breaking the oath, Masonics, are making me more and more aware about this agenda. And the end game they're working on is to create the third temple in Jerusalem. Rebuild the Temple of Solomon. Exactly. The Holy Land, basically returning to this Sabbatean cult. Yes, and the Masonics, who were also working through political movements like the Nazis, they started the Crystal Night in 1933 or 34. The program behind it was to get the Jews out of Europe, Germany, into their especially own the rich homeland. ones, the wealthy ones, in the program to Palestine. But nobody wants to move. No one wanted to go. Nobody wants to move to this desert. And this is why you get all this terror in the Second World War. And this 6 million figure that comes out of nowhere, apparently. Yeah, because I cannot prove if these documents of the Red Cross are real. We've investigated them as well. But if they are real, 250,000. you're talking about a few 100,000. It's still too much. Of course. But they were dying because of slavery, labor, and diseases. But the whole program is, the Nazis were working officially till 1942 with the political Zionists. Yes. If the political Zionists were 100% pure Jews of the 12 tribes, the original ones, then I can't understand anything anymore about destroying your own people. Makes no sense. No, it's Masonic. Yeah. It's the Masonic. Black, white, black, white, black, it's white. the Masonic thing. And again, also here, the BIS was one of the main keys in financing everything on earth. In 1930, 31, early 30s, right? That was the beginning. That was the beginning. But before the war and during the war, American industry was sitting there on the same table like we now, making deals with the Nazis. US Standard Oil and IBM and... all these companies involved. And in the battlefield, there we have the energy. Right. There was the blood suffering. sacrifice. They were sacrificing children. Yes. A lot. Let's talk about this. Because essentially banking is the mechanics of control over humanity. It's the main one. Yes. It's really the main one. But the objective of banking is to control and create scenarios where blood sacrifice takes place. On top. Because war, disease, and poverty equates to blood sacrifice at the collective level. And this is all because of the bastards who live out of this fourth dimension. Right. This is about what I call the Luciferians. Right. They call them also jinns and the fallen angels. They have so many names. But they, on the moment we have a fight,
an argument who is going out of control, we create negative emotions. Yes. And they live on it. Yes. They suck on it Yes. all the time because they are now also around us. They are everywhere. Yes. And especially in finance, because I did it a lot. Unfortunately, I did it a lot. I was serving them like hell. Because I was in the middle of financing also, I mean, it was not my money, but I arranged everything for them to create wars, to create actually all the sacrifice. La guerre pour la bourgeoisie, c'était déjà bien fumier. Mais la guerre maintenant pour les juifs. Je peux pas trouver d'adjectif qui soit vraiment assez glaireux, assez myriakilogrammique en chiasse, en caries de charogne verdoyeuse pour vous représenter ce que cela signifie. Une guerre pour la joie des juifs. C'est vraiment bouffer leur gangrène, leur pire bubon. Je peux pas imaginer une humiliation qui soit pire que de se faire crever pour les youtres. Je ne vois rien de plus ignoble, de plus infamant.